Bienvenue dans la deuxième vidéo du premier chapitre de Crystal Clear Electronics 2. Dans cette partie, nous allons apprendre les composants du processeur, leur fonctionnement et les types de registres. Le CPU, ou unité centrale de traitement, désigne l'unité responsable de l'exécution de toutes les opérations nécessaires au fonctionnement. Considérez le CPU comme le cerveau de l'ordinateur. Cette unité est capable d'exécuter des instructions spécifiques sur différents types de données, et ces instructions peuvent varier d'une architecture à l'autre. Nous pouvons parler de microprocesseurs, puisque les fonctions du CPU ont été implémentées sur un seul circuit intégré à base de silicium. Le microprocesseur joue toujours le rôle du CPU, mais dans chaque cas, il s'agit d'un composant physique qui peut contenir plusieurs modules. Par exemple, une unité de traitement graphique, une carte son, etc. Il en résulte que, dans le cas d'un microprocesseur, nous pouvons utiliser le terme CPU comme un quasi-synonyme, ce que nous ferons. Cela ne serait pas correct dans le cas inverse. Avec l'introduction des transistors, les grands tubes électroniques ont pu être remplacés, et grâce à la miniaturisation des transistors, il est devenu possible pour les ingénieurs de créer des architectures de plus en plus complexes, avec des dimensions réduites, mais une puissance de calcul supérieure. Nous avons déjà parlé du microprocesseur qui intègre toutes les fonctions nécessaires pour agir comme le cerveau de l'ordinateur, mais où exactement sont-elles intégrées? Dans ce cas, l'intégration signifie que l'on peut retrouver les circuits qui composent le processeur central, CPU, sur une seule et même plaquette, idéalement une plaquette semi-conductrice en silicium, plutôt que sous forme de composants séparés. Auparavant, le germanium avait été utilisé comme semi-conducteur, mais l'apparition du premier circuit intégré à base de silicium a été déterminante pour le développement des processeurs centraux, CPU. Dans les années 1960, 4 transistors ont été intégrés avec succès sur une seule plaquette de silicium pour Fairchild Semiconductor, ce qui représentait une avancée majeure par rapport au germanium en termes de coût de fabrication, de qualité et de stabilité, ouvrant ainsi la voie aux circuits intégrés complexes. Les premiers circuits intégrés de faible complexité étaient déjà destinés à des tâches complexes, comme les fusées Minuteman ou les ordinateurs du programme Apollo pour les calculs inertiels. L'amélioration technologique dans ces projets a été extraordinaire, tant en termes d'expertise, de vocation que d'investissement financier, et les résultats ont été des circuits avec des niveaux d'intégration encore plus élevés. Le premier microprocesseur au sens moderne a été introduit en 1971, le processeur Intel 4004 qui possédait une architecture 4 bits, c'est-à-dire une taille de mot de 4 bits, et un jeu d'instructions composé d'addition et de soustraction. Soyons honnêtes, ce n'est pas grand-chose, mais il a été un pionnier dans l'industrie. La sophistication des processeurs n'est pas nécessairement proportionnelle à la taille de leur mot interne, mais des tailles de mots plus longues entraînent généralement une puissance de calcul supérieure. Aujourd'hui, les microprocesseurs 8 bits sont encore utilisés, mais les versions 32 ou 64 bits sont devenues plus populaires en général. Il est de plus en plus probable que des microprocesseurs avec des tailles de mots encore plus longues seront utilisés à l'avenir. Et maintenant, voyons quelles unités composent un microprocesseur et comment elles sont construites. Ceci est illustré dans le schéma, qui représente une illustration simplifiée de la structure interne d'un processeur, ne montrant que les principaux composants. Nous allons maintenant passer quelques minutes à parler de cette figure. La comprendre vous aidera beaucoup dans votre carrière d'ingénieur. Les registres sont des unités de stockage rapide et de petite taille du processeur, destinées au stockage temporaire des données. On peut les considérer comme une partie intégrée du processeur servant de mémoire à lecture, écriture. Il existe des registres à usage général, dont la fonction est déterminée par l'instruction actuellement exécutée par le processeur, et des registres à fonction spéciale qui remplissent toujours une tâche donnée. Un processeur peut posséder plusieurs milliers de registres, et ce nombre augmente avec la complexité du processeur. Leur importance est indiscutable pour les opérations élémentaires, comme l'addition. Nous stockons les nombres à additionner dans des registres. Il vaut également la peine de décrire séparément quelques registres à fonction spéciale. Le registre d'instruction ou IR contient l'instruction, c'est à dire son code binaire qui est actuellement en cours de décodage et d'exécution.
Une instruction est une information stockée au format binaire qui indique au processeur quelle donnée traiter et quelle opération effectuer. Les instructions sont toujours spécifiques à un processeur particulier et sont exécutées en plusieurs étapes. Récupération, décodage, lecture des opérandes, exécution des instructions et stockage du résultat. Selon leur type, elles peuvent être des instructions de gestion des données et de la mémoire, de contrôle de l'unité arithmétique et logique, ALU, de contrôle du flux du programme ou de contrôle de l'état de l'unité de traitement. Le prochain registre que nous allons examiner est le compteur de programme, appelé PC en abrégé. La valeur du registre du compteur de programme contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans la mémoire du programme. Certaines instructions, généralement les instructions de saut, modifient la valeur de ce registre afin de permettre à l'exécution du programme de sauter à l'emplacement correct à chaque branchement if-else. Cela dépend uniquement de la valeur du registre PC. Lors du débogage, vous pouvez savoir exactement, grâce à sa valeur, sur quelle instruction le programme travaille. Pensez à cela lorsque vous êtes dans un environnement de programmation et que vous venez d'arrêter le programme pour examiner la valeur des variables. L'abréviation SP signifie pointeur de pile, qui est essentiellement un registre d'adresse mémoire pointant vers un emplacement spécifique en mémoire. Pour comprendre pourquoi il existe, nous devons d'abord clarifier le concept de pile. La pile est la partie de la mémoire utilisée par une fonction lorsque le programme s'exécute et dans laquelle la fonction peut stocker ses propres variables locales. La position exacte du processeur dans cette pile pendant l'exécution est déterminée par la valeur du SP. Tout cela sera approfondi au chapitre 3. Le PSW, ou mot d'état du programme, est un registre dans lequel le processeur fournit des informations sur son état interne, qui peuvent être utilisées par n'importe quelle instruction. Nous devons considérer ces données comme le bit indiquant un dépassement, qui est généré lors de l'exécution d'une instruction en cas de débordement. Le registre d'adresse mémoire, ou MAR en abrégé, est utilisé pour accéder aux données et aux instructions provenant d'une mémoire externe connectée au processeur pendant la phase d'exécution de l'instruction. Il contient l'adresse mémoire à partir de laquelle le processeur lit ou à laquelle il écrit les données. Le registre de données mémoire ou registre tampon mémoire, également appelé MDR ou MBR, est l'endroit où se trouvent les données qui doivent être écrites dans la mémoire externe connectée au processeur ou lues depuis celle-ci. En plus des registres spéciaux, il existe également des registres à usage général. Voyons un exemple pour mieux les comprendre. Supposons que nous réservions de l'espace quelque part dans la mémoire pour 3 variables et que nous leur donnions les valeurs initiales suivantes. A égale à 0, B égale à 3 et C égale à 5. À un certain moment pendant l'exécution, le microprocesseur doit effectuer l'addition simple suivante. C égale à A plus B. Les registres à usage général peuvent porter des noms différents selon les processeurs, mais pour l'instant, nous les appellerons run, R2 et ainsi de suite. Les instructions, y compris l'addition, utilisent des registres à usage général d'une manière spécifique à chaque instruction. Cela est défini de façon propre à l'instruction. Par exemple, pour une architecture donnée, le processeur peut suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, il copie la valeur de la variable A depuis la mémoire vers le registre à usage général run, puis la variable B est copiée dans R2. Ensuite, il effectue l'addition et le résultat est écrit dans le registre général run. Enfin, il écrit la valeur du registre à usage général run à l'emplacement de la variable C en mémoire. Il est évident que les registres à usage général sont des composants essentiels des microprocesseurs utilisés pour exécuter les instructions. Il est important de souligner que toutes les instructions utilisant des registres à usage général fonctionnent de manière similaire à celle-ci. Passons maintenant à la présentation de l'UAL. Le processeur possède une unité d'exécution, l'UAL, qui signifie unité arithmétique et logique. Cette unité distincte effectue des tâches arithmétiques ou de calcul telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. De plus, l'UAL est responsable des opérations logiques telles que le ET logique, le OU, le XOR et les opérations au niveau des bits. Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle peut effectuer ces opérations sur des nombres de n bits correspondant à la taille du mot du processeur. La figure suivante montre une représentation abstraite de l'unité d'exécution.
Interprétons les entrées et sorties, A et B. Ce sont les opérandes sur lesquelles l'opération donnée est exécutée par l'unité. R, le résultat et la sortie. F indique le signal de contrôle, par exemple, pour sélectionner l'opération appropriée. Enfin, D, la sortie d'état, débordement, parité, etc. Nous avons déjà parlé du fonctionnement des différentes parties du processeur. Cependant, il vous faut toujours un contrôleur qui les relie, capable de convertir les instructions du code en instructions exécutables par les différentes parties du microcontrôleur. L'unité de contrôle reçoit le signal d'horloge d'une source externe, lit la prochaine instruction à l'adresse, correspondant au contenu du registre compteur de programme, puis incrémente immédiatement la valeur du compteur de programme. L'unité de contrôle est également responsable du décodage de l'instruction, de la mise à jour du contenu des registres et de la sélection de l'opération appropriée pour l'UAL. Elle met aussi à jour le registre de pile lors de différentes instructions de saut. Par exemple, lorsque nous appelons une fonction dans notre code, les paramètres d'entrée de la fonction ainsi que l'adresse à laquelle revenir après l'exécution de la fonction sont tous écrits dans la pile, ce qui fait que la pile devient plus profonde. Un schéma général de l'exécution des instructions du processeur, c'est à dire la séquence que l'unité de contrôle exécute pour chaque nouvelle instruction et le suivant. Lecture d'une commande depuis la mémoire du programme, décodage, mise à jour des opérandes dans les registres afin que l'UAL puisse y accéder, exécution, stockage du résultat. Cette séquence se compose de 5 phases. Chaque phase prend généralement un signal d'horloge, donc l'exécution de l'instruction nécessite 5 signaux d'horloge. Les microprocesseurs modernes utilisent des séquences similaires, mais il y a une subtilité dans l'histoire. Les architectures modernes utilisent désormais ce que l'on appelle le calcul en pipeline, où l'unité de contrôle peut gérer l'exécution de plusieurs instructions en parallèle. Sur la figure illustrant l'exécution des instructions en pipeline, les instructions successives et leurs phases sont représentées par des lignes horizontales. Chaque phase prend un signal d'horloge pour s'achever. Une seule phase de chaque type est exécutée à la fois, mais il arrive que le processeur exécute plusieurs instructions en même temps. Ainsi, nos calculs s'achèveront globalement plus rapidement et l'utilisateur percevra le processeur comme étant plus rapide. Cela n'est possible que si l'on connaît à l'avance les N instructions suivantes, et qu'elles peuvent être chargées dans le pipeline en parallèle sans dépendance. Ce n'est pas toujours le cas, et il existe différentes étapes pour éviter ces situations, mais nous ne les aborderons pas en détail dans ce programme. De manière générale, l'unité de contrôle est responsable de la gestion du flux de données, de la synchronisation entre les composants, du minutage et du contrôle des unités d'entrée et de sortie. Passons donc à la suite maintenant. Le câblage interne du processeur, également appelé bus interne, permet la communication entre les composants que nous venons de décrire. Ce que vous devez savoir sur les bus systèmes en quelques mots, c'est qu'ils servent à connecter les différentes unités de l'ordinateur. Leur rôle est de transférer les informations d'une unité à une autre aussi rapidement que possible. Ces connexions servent essentiellement à transférer 3 types d'informations: les données, les adresses et les signaux de contrôle. Les informations présentes sur le bus servent à synchroniser les différents composants et à assurer la fonctionnalité de l'ensemble du système. Et surtout, non seulement la mémoire et le processeur, mais aussi les différentes unités d'entrée et de sortie, les périphériques, sont connectés à ce bus. Nous parlons toujours de plusieurs composants physiques distincts, mais petit à petit, nous sommes arrivés à un système complexe capable de fonctionner de manière autonome. Restez avec nous pour la prochaine vidéo de ce chapitre, où nous aborderons les microcontrôleurs et résumerons ce que nous avons appris jusqu'à présent. Au revoir. Salut!